Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on va découvrir la deuxième partie de la flore de Patagonie. On avait découvert une partie sur une précédente conférence l'année dernière. Donc, une conférence, une découverte de la flore au travers des photos de Marcela Ferreira, qui était une ancienne enseignante comme biologiste indépendante en Patagonie. L'un des points forts de sa carrière, c'était une étude unique et complète des plantes d'altitude de Patagonie. Et aujourd'hui, elle effectue en tant que retraitée des relevés de végétation et elle est guide botanique et fervente défenseuse de l'environnement. Donc très active et comme elle fait des très belles photos, elle m'a autorisé à les utiliser pour présenter cette flore qui lui tient à cœur. Donc en Patagonie, sud du Chili et de l'Argentine, le climat va rencontrer des climats globalement froids, venteux et contrastés. Le versant chilien exposé au vent du Pacifique connaît un climat océanique très humide avec de fortes précipitations, des forêts tempérées et de vastes champs de glace. À l'est, en Argentine, le climat va devenir plus froid, sec, de type stépique, avec plus de pluie, de grands plateaux arides et une géologie qui est dominée par la cordillère des Andes, issue de la subduction de la plaque de Nazca, sous la plaque sud-américaine. Donc on va y trouver des chaînes montagneuses jeunes, une forte activité glaciaire, des fjords, des vallées en U, des moraines, et côté argentin, de grands plateaux volcaniques et sédimentaires façonnés par l'érosion. Donc une grande diversité de milieux qui vont favoriser toute cette flore. Alors Patagon, pour la petite histoire, le mot vient de l'espagnol Patagone, un nom qui a été donné par Magellan en 1520 à un peuple autochtone de la région australe de l'Amérique du Sud. Un Patagon est, dans les récits des explorateurs du XVIe siècle, un habitant mythifié de la Patagonie présenté comme un géant. Alors là, on a un premier genre, c'est des Adesmia, de la famille des Fabacées. C'est un genre qui est assez diversifié, qui représente environ 230 espèces. Beaucoup d'espèces de ce genre sont adaptées aux zones xérophytiques, donc des zones sèches, et des sols pauvres. Alors comme beaucoup de Fabacées, elles vivent en symbiose avec des bactéries fixatrices d'azote, et ce qui permet d'améliorer la fertilité des sols. Certaines espèces vont présenter un intérêt fourrager pour le bétail dans les zones arides. Des plantes très rases, très petites. Un autre Adesmia, l'espèce Corymbosa, originaire des zones andines du Chili. C'est un arbuste ou sous-arbrisseau qui va prendre un port prostré, très rare, qui pousse en sol pauvre, très pierreux. Et là-bas, ils l'utilisent dans la restauration de zones dégradées des Andes. On voit bien le sol qui est très drainant. Une autre espèce, Subterranea, en comparaison à l'espèce Corymbosa, c'est une espèce qui est souterraine ou rasante. Son feuillage est très compact. C'est une plante typiquement géophyte. Les organes de survie, les bourgeons sont situés sous la surface du sol, généralement sous forme de bulbes, tubercules, rhizomes ou cormes. C'est une adaptation qui lui permet de survivre aux périodes défavorables, froid, sécheresse, et de repousser lorsque les conditions redeviennent favorables. C'est une plante qui va s'observer entre 3100 et 4000 mètres d'altitude. Donc ça forme des beaux tapis. L'espèce Longipes, c'est une plante qui a une tolérance au froid de l'ordre de moins 15 à moins 20 degrés, qui peut être recouverte de neige entre 1 et 8 mois de l'année. Et bien que tolérante au froid, elle aime le plein soleil, un sol bien drainé, et elle pousse en exposition nord dans l'hémisphère sud, ce qui équivaut à une exposition sud ici en France. Une autre, on n'a pas réussi à identifier l'espèce. Alors là, par contre, ce qui est intéressant, c'est le mimétisme de la plante. Sans la fleur, pour la voir, on ne voit quasiment pas. C'est impressionnant. On change de genre. Les astromères, Astromeria, l'espèce Aurea. C'est souvent nommé lys des Incas. C'est une plante vivace qui est issue de rhizomes souterrains très vigoureux qui vont favoriser généralement sa naturalisation. C'est une plante qui va atteindre environ 60 cm, 1,20 m de hauteur. Sa rusticité peut aller jusqu'à moins 1 degré. Ouais, elle va former des beaux tapis. J'en ai fait en... Oui. Ouais, c'est des belles plantes.
souvent on va voir des fleurs très colorées. Là, on en a un panel de plusieurs espèces. Des plantes rhizomateuses, tubéreuses, dont les feuilles présentent une particularité, elles sont souvent ressupinées, c'est-à-dire que leur pétiole se vrille, plaçant la face inférieure du limbe vers le haut. On le voit peut-être un peu mieux sur certaines feuilles de cette diapo. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Non, j'arrive pas, mais on le voit un peu sur certaines feuilles, on voit la feuille qui se vrille. Hein. À gauche, on devine un peu. Hein. Donc là, on a un beau panel de différentes espèces, avec différents tons de rose. Hein. Les fleurs offrent une palette de couleurs très vaste, hein, qui vont du blanc, jaune, orange, rouge, rose, mauve et parfois bicolore. Hein. Donc, vraiment des plantes très sympathiques. Hein. Famille des Alstromeriaceae. Une Nysimac, une petite plante de la famille des Primulacées. C'est une petite plante herbacée annuelle qui va tapisser 10 cm de hauteur. Petite fleur de couleur rose pâle, à 5 pétales, qui présente 5 pétales. Et les feuilles sont souvent en rosette plane. Donc ça affectionne plutôt les terrains un peu humides. On en trouve des espèces européennes. Ouais. À fleurs jaunes, numularia, à fleurs jaunes tapissantes. C'est une belle plante hein, d'ailleurs, hein, Ouais. Très florifère et très sympathique. Une Caryophyllacée, Minuarcia artica, plante vivace, tapissante, qui va former des coussins très denses avec le temps, dans le temps. Une plante d'une hauteur d'environ 10 cm et qui va s'observer de 0 à 1200 mètres d'altitude, des plaines côtières aux zones montagnardes. Et là, on voit que la plante est venue s'installer dans une fissure de roche. Hein. Les azorelles, Azorella madreporica. Alors ça, c'est une espèce caractéristique des Hautes-Andes. Ne pas oublier qu'elle fait partie de la même famille que la carotte et le persil, par exemple. Alors, les azorelles sont des plantes qui vont former un coussin très dense, lisse et dur au toucher, et qui, pour certaines, peuvent être millénaires. Ceci est dû à ces feuilles qui sont minuscules et très, très serrées, très denses. Hein. Celle-là, c'est une espèce qui porte des fleurs de couleur jaunâtre à verdâtre. On voit quand même des tapis assez conséquents. Hein. De ne pas être tout jeune. L'espèce Rusii, ça c'est une espèce qui va s'observer un peu plus bas en altitude que l'espèce Madreporica, aux alentours de 2500 à 3800 mètres d'altitude quand même. Et son port est plus mou au toucher, et de fait ses coussins sont un peu moins compacts. On voit aussi le ratio entre la taille de la plante au premier plan et l'immensité du paysage environnant. Hein, une Noasacée, Blumenbachia prietea. Alors ça, c'est un genre qui comporte une douzaine d'espèces réparties en Amérique du Sud. C'est une plante qui va s'observer entre 2500 et 3500 mètres d'altitude. Alors elle a une particularité, il faut faire attention, car cette plante possède des poils urticants qui sont caractéristiques de cette famille. Donc, pas trop s'y frotter hein, quand même. Mais la fleur est assez sympa. En Buddleia, bon, on connaît tous le genre. Hein. C'est des jolis petits arbustes d'une hauteur qui est comprise entre 1 mètre et 5 mètres selon, qui va porter des fleurs en sphère de couleur orange, vif, disposées en glomérules denses, de la fin du printemps à l'été. Il va affectionner les lisières de forêt tempérées ainsi que les bords de rivière, et c'est une plante qui va résister jusqu'à peu près moins 10 degrés. Ça reste un bel joli petit arbuste. On en trouve en pépinière en France. Oui, celle-là elle est assez bien distribuée. Et il a servi d'hybride aussi pour faire un hybride à fleurs jaunes, le Weyeriana. Ouais. Une plante de la famille des Solanacées, Fabiana imbricata. Alors, c'est une plante qui va s'observer en Argentine sud et au Chili. Là-bas, ils l'appellent le palopiche. C'est un arbuste qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Il est très résineux et aromatique.
Et c'est une plante qui est utilisée en pharmacopée, notamment comme shampoing. Une petite fleur un peu tubulaire, blanc rosâtre. Un oxalis, Oxalis adenophila. Alors ça c'est une plante, c'est un bulbe écailleux qui va pousser dans les milieux alpins secs, souvent dans les éboulis, les sols caillouteux. On aperçoit les feuilles ici, là, sur cette zone-là. Les feuilles sont composées en forme de petits éventails gris-vert à bleu-vert, finement découpés. Elles vont former une rosette basse, très décorative. Les fleurs sont assez grandes par rapport au feuillage, en coupe d'un rose soutenu à violacé, avec souvent une gorge plus claire. Et elles vont s'ouvrir au soleil et se refermer la nuit. Le port de la plante est en coussinet compact, il va atteindre 5 cm à 10 cm de hauteur, à peu près, ou guère plus. Il pousse dans les milieux extrêmement drainés, rocailleux. L'espèce Adenophila, Oxalidacea, ça c'est la forme blanche. Là on voit mieux le feuillage, qui est assez attrayant aussi. Encore un Oxalis, l'espèce Ipsophila. Ça c'est une espèce qui est rare et délicate du genre Oxalis, originaire des régions montagneuses de Patagonie, principalement en Argentine et au Chili, où elle pousse dans des environnements froids et souvent rocailleux. Son feuillage typique du genre, avec des feuilles trifoliées, à folioles souvent arrondies et légèrement veloutées, parfois teintées de vert bleuté ou gris selon l'exposition. Et c'est une plante qui va s'observer entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Ça reste quand même des plantes attrayantes pour les rocailles. Avec des fleurs assez colorées, couleurs chaudes. Calceolariacée, Calceolaria arachnoidea. Ça c'est une plante qui va pousser dans son habitat naturel, c'est des zones andines tempérées et subantarctiques du sud du Chili. Elle affectionne les sols pauvres sur des pentes rocheuses, des clairières fraîches, climat humide, froid, venteux, assez extrême. Le feuillage est très caractéristique, densément pubescent, couvert de poils blancs et très fins, ce qui va lui donner son aspect arachnoïde, soyeux. Les feuilles sont ovales, à marge crénelée, parfois collantes, et les fleurs offrent dans le genre des couleurs inhabituelles, brun rouge foncé à noir violacé, parfois presque noir. Très rare et saisissante, plante difficile à cultiver par contre. Moi je l'ai eu, mais je l'ai perdu. Ouais, c'est très difficile de cultiver. Une autre espèce, l'espèce Polyrhiza, native d'Amérique du Sud, sud de l'Argentine et du Chili. C'est une plante qui a été décrite par Antonio José Cavanilles en 1799. On va l'observer aux alentours de 2800 mètres d'altitude, en pleine lumière, sur des sols bien drainants. Et une plante qui donne un ordre de rusticité compris entre moins 15 et moins 20 degrés. Les calcéolaires qui ont ces fleurs en forme un peu de chaussons, de pantoufles. C'est très caractéristique. Elle craint plus la chaleur. Une plante de la famille des Calycéracées, Calycera herbacea, vivace, rhizomateuse ou parfois annuelle selon les conditions. C'est une variété qui est endémique des Andes australes, plante qui s'observe entre 2200 et 3000 mètres d'altitude dans la région métropolitaine de la Cordillera de Maule, au Chili, des altitudes inférieures autour de 1600 mètres dans la province de Mendoza en Argentine. Donc assez épineuse, elle évoque un peu nos chardons, mais quand même plante à fort graphisme, assez intéressant. Là on rentre chez les astéracées, une vivace herbacée ou subligneuse, qui selon l'environnement va avoir un port bas et compact, souvent en rosette ou en touffe. Son feuillage est vert, gris foncé, souvent pubescent, très poilu, on le voit sur la photo, ce qui va du coup l'aider à limiter la déshydratation. C'est une plante qui va mesurer entre 10 et 30 cm de hauteur, un peu plus en floraison évidemment. Ça fait presque du coton. Ouais, c'est très cotonneux, hein. Très dufteux, oui.
Habitat naturel, zone de prairie d'altitude, falaises, pentes rocailleuses, situées entre 1000 et 3000 mètres d'altitude. Pousse dans des environnements arides à semi-arides, plein soleil, sol pauvre, drainant, exposé au vent, au gel nocturne et à des températures extrêmes. Donc une plante très costaud. Alors une plante de la famille des Choéphiacées, anciennement la famille des Santalacées. Alors c'est une famille qui est assez discrète dans le règne végétal. C'est une espèce emblématique des zones montagneuses, tempérées à froides, souvent dans les environnements difficiles d'accès. C'est une vivace semi-parasite et mi-parasite comme le gui. Elle photosynthétise et tire une partie de ses nutriments des racines de plantes voisines. J'avais trouvé une recherche là, pour une culture de semis, on pouvait la semer avec des poas, des fétuques, des rigérons, des descampia. Après, à tester. Fleurs très distinctives, petites, étoilées, souvent de teinte jaune, orangée ou cuivrée. Parfois roses ou violacées, regroupées en inflorescences denses. Et les fleurs ont un aspect presque métallique sous le soleil, ce qui les rend très décoratives. Floraison printanière jusqu'à l'été, parfois prolongée novembre à février dans l'hémisphère sud, donc mai à août dans l'hémisphère nord. Elle est présente dans une large gamme d'altitudes allant de la mer jusqu'à 3000 mètres, surtout dans les Andes centrales et méridionales, sur des steppes andines, pentes rocheuses, forêts claires, prairies ouvertes, froides et venteuses, et toujours dans des sols pauvres et drainants. Quinquamalium chinense. Alors là, regarde bien la photo, on a une sauterelle qui fait partie de la famille des Proscopidae. Et donc là, on a le mâle et la femelle. Alors le mâle, en fait, il est sur la femelle, il est ici, là. On le devine ici, là. Voilà. On voit quand même la différence de taille entre le mâle et la femelle, c'est assez impressionnant. Alors pareil, le mimétisme de la... Il se fait véhicule. Ouais. Alors là, il y a une autre sauterelle. Pyrgodera armata. Alors pareil, un mimétisme quasi parfait. Parce que là, il faut l'avoir, vraiment incroyable. On retourne dans les plantes, une rombancacée. Alors ça, c'est un genre qui comporte de nombreuses espèces, environ 350, souvent difficiles à distinguer, forte variabilité morphologique et hybridation fréquente. Ce sont des plantes hémiparasites qui effectuent une photosynthèse et prélèvent eau et sels minéraux des racines de plantes voisines, souvent des graminées. Elles jouent un rôle écologique dans la régulation des communautés prairiales, limitant parfois la vigueur des graminées dominantes. Donc, elles jouent un rôle d'équilibre. Ça reste des plantes assez sympas. Une plante de la famille des Éricacées. Gaultheria, ceux-là on le connaît. Gaultheria, c'est assez connu. Alors, c'est une très belle Éricacée. Petite feuille coriace, elliptique, vert sombre, à extrémité mucronée, c'est-à-dire terminée en petites pointes, assez raides. Les fleurs sont petites, blanches à rosées, campanulées, elles apparaissent au printemps. Les fruits sont sous forme de baies, sphériques, brillantes, qui vont mesurer entre 5 et 8 mm, très décoratives, de couleur blanc, rose, rouge, pourpre ou violette selon les cultivars, et elles persistent longtemps sur l'arbuste. C'est une plante dioïque, donc il existe des pieds mâles et des pieds femelles. Les baies donnent tout l'attrait, vraiment sympathique. Une ranunculacée. Pareil, à faire germer ranunculacée, un peu compliqué. Callianthemoides semi-verticillata, petite plante vivace herbacée qui va former une touffe compacte qui va mesurer entre 5 et 15 cm de hauteur. Les feuilles sont finement découpées, ressemblant un peu à celles des anémones ou des renoncules, souvent groupées en rosettes basales. Les fleurs sont solitaires, assez grandes par rapport à la taille de la plante. Les pétales sont blanc brillant à reflets argentés avec un cœur jaune et avec de nombreuses étamines. Alors, c'est une plante qui est extrêmement difficile à cultiver en plaine. Elle est adaptée surtout aux collections alpines, rocailles fraîches et bien drainées, ou en serre alpine dans un sol pierreux, drainant,
neutre à légèrement acide, soleil à mi-ombre, avec des étés frais. Les arrosages devront être réguliers pendant la croissance, mais sécheresse hivernale indispensable, parce qu'elle redoute l'humidité stagnante. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de culture. Voilà, c'est marrant parce qu'on a quasiment un mimétisme entre le feuillage et la fleur. Là. Photo de paysage patagonien. Les araucarias. Les araucarias, Araucaria araucana, c'est endémique d'Argentine, dans la province de Neuquén, et du Chili, dans la région de Biobío. Actuellement, il y a des incendies là-bas, ça brûle fort. Là. C'est des plantes qu'on rencontre dans les vallées, sur les versants nord de la zone des forêts andino-patagoniques. Alors, ces graines sont appelées pignons. Elles ont une forte teneur en hydrate de carbone et leur goût ressemble à celui des châtaignes. Et localement, ils les consomment bouillis ou grillés. C'est dans un milieu plutôt humide là. Hein. Non, là. Parce que quand tu vois la mousse. Ouais, il y a pas mal de mousse et de lichen. lichen, Ouais. Les troncs sont couverts de lichen. Après, je pense qu'il y a des. Il y a des On voit, c'est. Ouais. Mais ça pousse aussi dans le sud de la Patagonie, vers la. On monte dans la pente, ouais. Quand on arrive vers la Terre de feu. c'est des forêts entières. Ouais, c'est assez impressionnant. Bon. Donc une photo vue du prix du sol avec le. C'est des arbres qui sont assez graphiques. Hein. Une plante de la famille des Apiacées, Pozoa coriacea. Alors ça, c'est un genre où deux espèces sont reconnues principalement, le Pozoa coriacea et Pozoa volcanica. C'est une vivace qui va former des coussinets compacts, assez bas, caractère typique des Apiacées andines, comme les azorelles ou les mulinums. Les feuilles sont coriaces, d'où le nom coriacea de l'espèce, persistantes, épaisses et résistantes, adaptées aux conditions alpines extrêmes. Les fleurs sont assez discrètes, verdâtres à jaunâtres, en petites ombelles serrées, comme on peut le voir sur la photo. Et la forme de la feuille est intéressante. Le limbe est légèrement bordé de bordeaux, là, c'est assez joli. Une photo de la grandeur des paysages, l'immensité. Une jolie plante de la famille des Montiacées, Calandrinia affinis. Alors ça, c'est un genre qui est représenté par une centaine d'espèces environ, principalement en Amérique du Sud et en Australie. C'est une plante qui présente des feuilles charnues, allongées à spatulées, disposées en rosette basale ou le long des tiges. Les fleurs sont généralement roses, à pourpre, parfois lavande, simples, à 5 pétales arrondis, assez grandes par rapport à la plante. Elles sont portées sur des pédoncules dressés. Floraison printanière à estivale, souvent assez brève mais spectaculaire. C'est une plante qui est adaptée à la sécheresse, qui va présenter des feuilles succulentes qui vont lui permettre de stocker l'eau. Et son cycle de croissance est rapide après les pluies. C'est une plante qui peut participer au phénomène qu'on appelle le desierto florido au Chili. Quand le désert d'Atacama se couvre de fleurs après des pluies exceptionnelles. C'est là que tout explose. C'est vrai que ça doit être assez magique. Hein. Famille des Montiacées. Dans la même famille, Calandrinia stocksbergii. C'est une plante qui pousse dans le désert d'Atacama au nord du Chili. C'est une espèce rare. Floraison pareil qui va apparaître après les pluies, hein, dans le même type que la précédente. Calandrinia cespitosa. Les Montiacées, c'était anciennement la famille des Portulacacées. Voilà, ça a changé de. Voilà. Alors ça évoque d'ailleurs un peu le pourpier, qu'on connaît bien. Alors ça, c'est une plante, cette espèce qui va affectionner les sols sablonneux, caillouteux, pauvres, très drainants.
plante xérophile et qui va se multiplier par semis ou division de touffes au printemps. Plante de la famille des Solanacées, Combera paradoxa. Ça, c'est une espèce type d'un genre qui contient seulement 2 espèces, avec l'autre espèce qui s'appelle Minima. C'est une plante herbacée rampante de petite taille. Les parties aériennes dépassent rarement les 18 cm de haut et les tiges sont partiellement souterraines. Plante qui va s'observer aux alentours de 3200 mètres d'altitude, dans des milieux rocheux, sur des sols pauvres. Et par contre, la particularité des fleurs, c'est qu'elles sont parfumées. Sympa, surtout quand c'est très, très fleuri comme ça, on ne voit même plus le feuillage. Là, donc, Verbenacea junelia patagonica, endémique de Patagonie, sud de l'Argentine et du Chili. Ça, c'est une plante qui va s'observer surtout dans les steppes arides, semi-désertiques, sur des sols pauvres, caillouteux, et souvent sur des pentes exposées au vent. L'espèce Erinacea, un peu plus jaunâtre, jaune orangé, légèrement orangé. Un Senna, plante de la famille des Fabacées, Senna arnosiana. Alors ça, c'est une plante qui se trouve dans les Andes centrales entre l'Argentine et le Chili et la Bolivie, en zone sèche, semi-aride, encore sur des sols pauvres, sur des pentes ou dans des formations de type de brousse. Et elle présente un feuillage qui est caduc en saison sèche, ce qui va lui permettre d'économiser de l'eau. Alors nous, souvent, on cultive dans les jardins l'espèce Corymbosa. Une chenille, la chenille d'un papillon de nuit. Canidophora patagiatandon. Excusez du peu. Une astéracée. Ouais, Chiliotrochum diffusum. Ça, c'est un arbuste endémique de Patagonie, sud de l'Argentine et du Chili. Localement, ils l'appellent le matin negra, en raison de son feuillage souvent vert sombre, presque noir. C'est une plante qui pousse souvent en buisson compact et qui va participer à la stabilisation des sols, sur les zones un peu érodées. Très florifère. Une orchidée, Chlorea alpina. Alors ça, c'est une orchidée patagonienne qui peut mesurer jusqu'à 60 cm. Sa floraison a lieu de décembre à février dans les pâturages d'altitude, les lisières de forêt, les prairies herbeuses, humides et les clairières de forêt de Notophagus souvent. Une autre Gavilea chica, une orchidée qui va mesurer entre 20 et 40 cm. La tige florale porte un épi relativement dense qui va comporter entre 5 et 20 fleurs. Elle va s'observer dans les milieux humides de montagne et l'espèce était antérieurement assignée au genre Chlorea sous le nom Chlorea chica. Elles l'ont passé en Gavilea. Cistante picta, une plante de la famille des Montiacées, cycle annuel ou vivace de petite taille, souvent à tige rampante, légèrement ascendante. Alors ça, c'est une espèce qui est pionnière sur des sols pauvres, qui va encore contribuer à la stabilisation des substrats et servir de ressource nectarifère aux pollinisateurs. Senecio hieracium, plante qui va s'observer sur des pentes rocailleuses, des prairies andines, des friches et zones ouvertes entre 500 et 2000 mètres d'altitude. Feuilles coriaces ou pubescentes qui vont limiter la perte d'eau. Les racines sont robustes, permettent à la plante de bien s'ancrer dans le sol, les sols caillouteux soumis au vent. Alors ne pas oublier que le genre Senecio est l'un des plus vastes de la famille des Astéracées avec plus de 1200 espèces à travers le monde. Une autre espèce, Crypmoides. C'est un genre, les Sénéciaux, c'est un genre qui est cosmopolite. Cela va des plantes herbacées annuelles jusqu'aux arbres.
l'Argentine en compte environ 270 espèces. Et il y en a 140 environ qui sont indigènes de Patagonie. Un cactus, le Costel atacamensis. Alors ça, c'est une photo qui a été prise sur les côtes chiliennes. C'est un cactus colonnaire connu auparavant sous le nom de Trichocereus atacamensis ou Echinopsis atacamensis. C'est un cactus arborescent qui peut dépasser 8 à 10 mètres de hauteur et qui va former des tiges de 70 cm de diamètre. Il peut former des forêts clairsemées sur les pentes andines. Il va avoir des fleurs blanches en entonnoir, forme d'entonnoir, très grandes qui peuvent mesurer entre 15 et 20 cm. Elles sont nocturnes et parfumées, situées près de l'apex, c'est-à-dire sur le sommet, hein. Ici. Souvent elles apparaissent au sommet. Les fruits sont ovoïdes, comestibles, à pulpe sucrée, consommée par la faune et parfois par les populations locales. Et c'est un cactus qu'on peut observer jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Et les hauteurs, il arrive, il se couche ou il a plutôt tendance à être bien colonnaire. Après, effectivement, si les conditions météo le bousculent un peu, mais c'est quand même, il arrive à se tenir. C'est assez marrant parce que c'est un peu assez antinomique là sur la photo de voir un cactus près de la flotte comme ça, mais là je pense qu'en fait qu'on voit pas, c'est le dévers qu'il doit y avoir, et il doit y avoir un contrebas et lui il est en recul. On se dit que s'il y a une tempête, c'est assez curieux. Hein. Alors là c'est une étoile de verre, Héliaster, c'est assez curieux, hein, et on en voit une, je vais vous la montrer après, ici là une autre. Ça c'est Héliaster, c'est la famille des Héliasteridae. Et là on en a une autre, ça c'est une Asteria, famille des Asteridae. On a quelques oursins là. Ouais. Desfontainia fulgans, famille des Columelliaceae. Alors ça c'est un arbuste persistant qui va mesurer entre 1 et 3 mètres de hauteur. Il possède des feuilles opposées, coriaces, dentées, épineuses, qui ressemblent un peu, qui évoquent un peu les feuilles de houx. Fleurs tubulaires, pendantes, de couleur rouge écarlate à orange vif, terminées par une petite étoile jaune à l'extrémité. Elles vont mesurer entre 3 et 5 cm, elles sont groupées en petites grappes. Et c'est une espèce de sous-bois et de lisière qui va contribuer à la diversité structurelle des forêts andines. Et c'est une plante qui est pollinisée par les colibris. Oui. C'est vrai que là, il y a certaines feuilles là, qui évoquent bien un peu les feuilles de houx. Là. Famille des Apocynaceae, Diplolepis hieronymi. Alors là, j'ai pas trouvé je sais pas si quelqu'un a des infos sur cette plante. Flavien, t'as rien? Moi, j'ai pas trouvé d'infos sur cette plante. J'ai vu une espèce sœur, mais Ouais, pas celle-là. ouais, Mais l'autre espèce, dans du semi-désertique, on a dit. ouais. Après, ça reste des plantes sympas. Hein. Alors, Apocynaceae, attention, hein, plante majorité toxique. Ouais, comme les solanacées. Ouais, beaucoup de plantes d'ailleurs, beaucoup de... Une Apiacée, Diposis patagonica. Alors ça, c'est un genre qui contient peu d'espèces. C'est une plante qui est native de Patagonie en Argentine, province de Neuquén jusqu'au Chubut. On la trouve dans les zones stépiques. Elle s'observe sur des zones bien exposées, parfois à forte pente, avec une couverture végétale modérée à faible. Il s'agit d'une herbacée basse, munie d'un tubercule globuleux, souterrain, utilisé par les populations locales qui le consomment. Elle a des feuilles, les feuilles sont divisées, les fleurs en ombelles, typiques des Apiacées, petites avec des pétales blancs et centre foncé. La floraison est signalée en octobre-novembre dans certaines zones de Patagonie. Je pense que le tubercule, ils doivent le consommer comme une pomme de terre, je ne sais pas trop. Incroyable. La famille des Proteaceae, Embotrium coccineum. Alors ça, c'est la seule espèce d'Embotrium qui est endémique du Chili et d'Argentine. L'espèce coccineum. Là-bas, ils utilisent son bois. Le bois est utilisé en ébénisterie et en construction, car il est assez tendre apparemment.
En médecine populaire, ils utilisent les feuilles et l'écorce contre les maux de dents et comme cicatrisant. Et les fleurs sont utilisées pour la teinture, pour teindre la laine et les tissus de couleur rose. C'est vrai que quand on a un arbre comme ça, ça fait rêver. Hein. Tu mets ça, il y a un jacaranda. Ouais. Alors j'avais vu les flamboyants aussi dans les Antilles aussi, Ouais. c'est. Ouais, des Lonyx regia, ouais. On change d'univers. Une non-agracée, un petit épilobe, Epilobium austral. Alors ça c'est un genre qui comprend environ 190 espèces qui sont réparties dans les zones tempérées et subantarctiques. Celle-là s'observe au Chili, à des altitudes comprises entre 100 et 500 mètres d'altitude, dans les zones rocheuses. Donc pas très très haut celui-là. Il forme des beaux petits coussins, très florifères. Érythranthe cuprea, frimacée, alors synonyme de Mimulus cupreus. Ah voilà, oui. Hein, voilà. J'ai Ouais. C'est une espèce qui est endémique du Chili central et méridional, qui va s'observer dans des lieux humides, très humide. près des ruisseaux Ouais. ou des berges, à des altitudes variables allant de 0 à 3000 mètres. C'est une plante qui va mesurer entre 20 et 30 cm, qui porte des fleurs de couleur orangée, cuivrée à rouge cuivré. Les feuilles sont ovales ou elliptiques, parfois dentées, de taille modeste, entre 1,5 cm et 3 cm de long, par 0,8 à 2 cm de large. Et bien qu'elle aime l'humidité, elle n'est pas forcément une plante immergée. Hein. Elle préfère un sol humide, mais bien drainé, ou les berges. Sur les rochers, Ouais. la mousse. Ouais, c'est ça. Mais c'est très coloré, très couleur chaude, là, ça claque bien. Hein. Là, c'est l'espèce Cuprea. On va voir une autre espèce, la Lutea. On devine quand même bien le milieu humide autour. C'est Mimulus, c'est un synonyme ou c'est une autre Elle espèce? s'appelait Mimulus. Elle s'appelait... Elle s'appelle ouais, Mimulus. ouais, il était Mimulus, ouais. C'est sur un semis, sur la mousse Ouais, humide. ça germe bien. Sur un rocher, ouais. Et si je peux me permettre, il y en a une en France, c'est Gutata, Ouais, qui est invasive dans certains massifs centrales Ouais. et dans les coins du Jura, et qui vraiment colonise toutes les berges des ruisseaux. C'est impressionnant. l'espèce Gutata. Hein. Ouais, c'est une forme Gutata. Ouais, c'est intéressant. Alors, une fétuque, famille des poacées, Festuca chrysophylla. Alors parfois référencée sous Festuca glauca, variété chrysophylla, dans d'anciennes sources. Alors ça c'est une plante qui est originaire des Hautes-Andes, Chili, Bolivie, Argentine et Pérou. S'observe assez haut, entre 2500 et 4500 mètres d'altitude, souvent dans des milieux secs, bien exposés à un plein soleil, soumis à des fortes amplitudes thermiques. C'est une plante qui est adaptée à des sols pierreux, pauvres et très drainants. Vivace, elle va former des touffes compactes, entre 10 et 30 cm de hauteur. Son feuillage est assez étroit, rigide, souvent de couleur dorée à vert jaune, d'où son nom Chrysophylla, à feuilles d'or. Et sa floraison en panicule fine, elle apparaît entre mai et juillet en culture tempérée. Et c'est une plante qui est très résistante au froid, au vent, mais sensible à l'excès d'humidité stagnante. Encore une forêt, alors là, on voit beaucoup de lichens, hein. Là ils sont bien colonisés, hein. C'est assez incroyable. Ça crée des ambiances assez particulières. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Graphisme incroyable. J'imagine que sur place, ça doit être. Je sais pas si tu as eu l'occasion de passer là-dedans, mais ça doit être. C'est des yeux snés. Ouais. D'ailleurs, on voit à la Réunion dans pas mal d'endroits. Ouais, oui. Au niveau du ressenti de l'ambiance, ça doit être assez impressionnant. Bon, fuchsia, hein. On connaît tous les fuchsias, famille des ornacracées. Fuchsia magellonica. Alors ça, c'est cette espèce, il l'observe dans les régions humides, les clairières et les bords des cours d'eau. Les milieux un peu frais. Mi-ombragés, hein, les fuchsias. Une plante de la famille des Calicéracées, Gamocarpa capigera. Plante assez petite, hein, qui va mesurer entre 3 et 10 cm de hauteur, des feuilles spatulées qui vont s'élargir vers le sommet puis se rétrécissent vers la base.
C'est une plante qui va former une rosette très compacte, ce qui va permettre à la plante condition d'altitude un peu extrême. Je ne vais pas juste dire que c'est beau, mais c'est assez curieux. Si, c'est bon. Hein, après, voilà, hein, c'est graphique. On parle plus de graphisme que de... Là, on n'est pas sur une fleur bien développée, très colorée, mais le graphisme de la plante est intéressant et il contraste bien sur le rocailleux. Hein, ouais, c'est ça, ouais. L'espèce Ventosa. Alors ça, c'est une plante qui est encore plus petite, 10 cm maximum. Feuilles en rosette, spatulées, parfois lobées ou dentées. Elle s'observe entre 2005 et 4300 mètres d'altitude et la floraison apparaît de novembre à janvier. Il y a des vergers sur Ouais. une azorelle. Une azorelle, là, ouais, elle a poussé dans un tapis d'azorelle. L'azorelle qui peut évoquer un peu nos silènes à col, plantes en coussinet qui vont accueillir d'autres plantes et créer des variations thermiques entre l'intérieur du coussin et l'extérieur. On pourrait parler de plantes hautes presque. Oui. Grindelia chiloensis, une plante de la famille des astéracées. C'est une plante des zones ouvertes, prairies sèches, bords de route et zones stépiques, qui va être adaptée à des sols pauvres, sablonneux ou caillouteux, une plante qui va donc supporter la sécheresse et les vents. Elle présente des tiges souvent érigées, ramifiées, lignifiées à la base. Elle mesure généralement entre 20 et 60 cm de hauteur, parfois jusqu'à 1 mètre. C'est une plante qui est tolérante à la sécheresse, au sel et au froid. Elle est typique de milieux stépiques patagoniques et elle possède des glandes qui sécrètent une résine aromatique qui la protège contre les herbivores et la déshydratation. Du coup, elle a développé cette stratégie pour éviter de se faire dévorer. Un peu comme certains acacias en Afrique qui vont développer des substances toxiques pour éviter que les girafes les consomment. Un autre cactus, Gymnocalycium gibbosum, petit cactus qui va s'observer dans des zones stépiques semi-arides. Alors évidemment souvent sur des substrats très drainants, graveleux, sablonneux, à des altitudes qui vont osciller de 0 à 800 mètres, parfois jusqu'à 1000 mètres. Bon ça, le gymnocactus, moi je m'étais amusé à en cultiver, maximum c'est gros comme ça, quand ça a une taille adulte. Je sais pas si t'en as vu des plus gros, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Oui, c'est généreux en floraison, c'est pas capricieux de culture. Un bio, on a de bons substrats, on respecte bien les règles, ça fonctionne. D'ailleurs, ça fait des fleurs assez bien dimensionnées par rapport à la plante. Ouais. Une autre astéracée, Hysterionica jasionoides, plante vivace, entre 10 et 30 cm de hauteur. C'est une plante qui supporte le vent, la sécheresse, qui croît souvent dans les sols pauvres et bien drainés. Elle est parfois utilisée en revégétalisation dans des zones sèches pour la résistance et son enracinement très dense. Famille des choux, brassicacées, Menonvillea cuneata. Ouais, c'est une petite plante vivace, 8-30 cm de hauteur selon les spécimens. Alors le genre Menonvillea est distribué principalement le long des Andes, en Argentine et au Chili. C'est encore une espèce de milieu ouvert, sol pauvre, rocaille, pente élevée. Là on voit que c'est très minéral, c'est même incroyable de trouver des plantes. On se dit comment elle a fait pour pousser ici, quoi. Sûrement dû, Fabien, en croiser, non, celle-là? Pas en fleurs, mais tu l'as croisée quand même, ouais. Sur les pentes volcaniques. Ouais, c'est ça, ouais. On voit bien la couleur de la roche, on voit bien que c'est volcanique. Plante de la famille des Gesneriaceae, Mitraria coccinea. Ça, c'est un arbuste grimpant, ligneux, qui peut atteindre 2 mètres. Feuillage persistant, fleurs tubulaires, rouge vif, qui vont mesurer entre 4 et 5 cm. Ces habitats sont des milieux d'ombre ou mi-ombre, sous-bois, lisières, forêts humides sur des sols frais. Alors ça, c'est une plante en usage traditionnel en Amérique du Sud, notamment au Chili. Les feuilles ou l'écorce ont été utilisées en infusion pour traiter les affections de la peau ou comme purgatif.
Mocopsis leboldi, une plante de la famille des Calyceracées. Alors ça, c'est l'aire de répartition naturelle de cette espèce. Elle va s'étendre du Chili à l'ouest de l'Argentine. Et elle pousse principalement dans les biomes subalpins ou subarctiques. Ça évoque un peu les... Moi, ça me fait penser un peu Sempervivum, un peu ce type de plante-là, un crassulacé en rosette. Ouais. Je ne sais pas si, comme les Sempervivum, elle est monocarpique. Hein, si Mutisia subulata, une plante de la famille des Astéracées. Alors, en Argentine, on en trouve 22 espèces de cette plante-là. Hein. C'est un arbuste rampant ou volubile, aux tiges striées glabres. Les fleurs sont ligulées, couleur rouge intense ou rouge orangé. Et c'est une espèce qui se distribue entre les régions de Coquimbo et de l'Araucanie ainsi qu'en Argentine. Là, j'avais mis une petite carte, hein, on voit bien. C'est une plante qui a l'air quand même assez sympathique. Nasovia pyramidalis. Encore une astéracée. Alors ça, c'est une plante typiquement patagonienne, hein, qui va pousser dans des zones froides, arides, du sud du Chili et de l'Argentine, souvent rencontrée sur des steppes ventées, des pentes rocheuses andines. Elle va se distinguer par sa forme compacte et pyramidale. Les fleurs sont de couleur crème à jaunâtre, regroupées en têtes denses. C'est une plante vivace, ligneuse à la base, d'une taille comprise entre 10 et 30 cm d'auteur, parfois un peu plus large que haute. Les feuilles sont petites, coriaces, vert grisâtre, disposées en spirale serrée, parfois légèrement pubescentes. Les fleurs sont minuscules, tubulaires, blanches ou crème jaunâtre, réunies en petits capitules et encore une fois regroupées à l'extrémité des rameaux. Plante d'une bonne rusticité, entre moins 15, voire un peu plus si le sol est très drainant, très sec. C'est un peu épineux quand même. Ça a l'air. Je ne sais pas si tu en as vu, tu en as touché, ça a l'air assez raide. Hein, ouais. Ça se voit pas dessus. Ouais. Donc c'est confirmé. Autre espèce, la Nasovia pulcherrima. Alors ça, c'est une espèce qui est plus petite que l'espèce pyramidalis, 20 cm maximum de hauteur, et qui va s'observer un peu moins haut en altitude, 1800-2000 mètres d'altitude max. Donc a priori moins agressive. Hein. Caetanthera pusilla. Ça, c'est une petite plante herbacée vivace ou annuelle selon le milieu, qui va mesurer entre 2 et 8 cm de hauteur, parfois un peu plus si le sol est riche. Présente des petites feuilles ovales à lancéolées, souvent pubescentes, c'est-à-dire veloutées, vert grisâtre à argenté, qui vont lui permettre une adaptation à la sécheresse et au rayonnement solaire intense. Les fleurs sont des petits capitules solitaires portés sur de fines tiges avec des ligules blanches, roses ou violettes selon les populations, et un centre jaune doré, typique des astéracées. Ouais, c'est ça. Ouais. La floraison va avoir lieu au printemps austral, d'octobre à décembre. C'est une plante qui est présente à haute altitude, jusqu'à environ 3000 mètres, mais aussi dans des zones froides à basse altitude. Et à savoir que le genre Caetanthera comprend plusieurs espèces endémiques des Andes, souvent adaptées à des niches écologiques très restreintes. Ouais, notre astéracée, Peresia cartamoides. Alors ça, c'est le genre Peresia et américain. En Argentine, on en trouve 27 espèces herbacées. Alors le nom cartamoides fait allusion au genre Cartamus, le cartam, qui a des feuilles piquantes. C'est une plante qu'on va observer dans les pâturages d'altitude, les prairies sèches, des zones rocheuses, andines, adaptées au sol pauvre, bien drainé et climat montagnard. La fleur est assez... J'ai cultivé Peresia linifolia. Ah oui. Fleur bleu-violacée. Ouais. Culture facile, compliquée. Moi, je l'ai gardé plusieurs années. Et bon, après, Ouais, il suffit que ah ben... un changement ouais, de temps par c'est rapport d'eau, aux ouais, années météo, précédentes. ouais, c'est compliqué. Moi, j'en ai cultivé plus de 70 espèces de Patagonie. Ouais. D'autres espèces de Peresia, Recurvata et Pilifera. C'est ce que j'ai C'est joli, hein. cultivé assez. Ouais, plus bleuté, ouais.
tes parties de semis? Oui. Ça germe facilement? Bah, à l'époque, oui. Ouais. Une Amarylidacée, Rhodolirium montanum. Ça, c'est une plante bulbeuse qui va mesurer environ grand max 40 cm de hauteur. Elle va porter des feuilles étroites, rubanées, souvent absentes pendant la floraison. Ça, c'est une plante estivale à feuillage hivernal, comme beaucoup de bulbes en a. Ses fleurs sont de grande taille, en forme de trompette ou d'étoile. Et elle est originaire des pentes montagneuses des Andes, entre 500 et 2000 mètres d'altitude. Elle va pousser sur des sols bien drainés, souvent sableux ou rocheux, soumis aux étés secs et à des hivers humides. Elle va résister à des températures froides, parfois proches de zéro, tant que le sol reste sec en hiver. A priori, c'est une espèce qui est assez difficile à cultiver en dehors de son habitat, surtout à cause de son besoin d'alternance marquée entre l'humidité et la sécheresse. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont, Ah bah alors c'est ont eu l'occasion. bon à cultiver ici alors, Ouais, c'est oui, de plus en plus, ouais. vu qu'on sait jamais. Ouais, ça devient compliqué, ouais. Mais je sais pas, non, tu l'as pas, Non, t'as pas eu non, l'occasion de. Non, Ouais. ça, C'est une belle plante, hein. Une Anacardiacée, Chinus patagonica. Alors ça, c'est un arbuste, feuillage persistant, 2 à 5 mètres de hauteur, grand max. Va présenter des feuilles composées alternes, des folioles étroites, coriaces, souvent aromatiques quand on les froisse. Les fleurs sont blanchâtres à verdâtres, réunies en grappes, suivies de petites drupes rouges ou rosées, très décoratives, qui vont rappeler celles du poivrier du Pérou, le Chinus molle. C'est une plante qui va pousser sur des sols pauvres, pierreux, bien drainés, parfois dans des forêts ouvertes ou sur des steppes arbustives. Il résiste bien au froid, au vent, à la sécheresse, ce qui en fait un végétal typique des climats rudes du sud de l'Amérique du Sud. Il est rustique, environ jusqu'à moins 10 degrés, encore une fois si le sol reste bien sec. Et a priori, c'est une plante qu'on peut multiplier par graines, souvent facile à faire germer. pour un C entre le S et le H. C'est possible. C'est peut-être une faute de frappe, hein, c'est possible. Donc je revérifierai et potentiellement que je fasse la correction. Je le note. J'en prends note. Il manquait un C à cactacé aussi. D'accord. Schizanthus oqueri, encore une plante de la famille des Solanacées, endémique du centre-sud du Chili. Ça, c'est une plante qui est très florifère, qu'ils appellent l'orchidée des pauvres, parce que la fleur évoque un peu la fleur de l'orchidée. Alors ça, c'est une plante qui est annuelle ou bisannuelle, d'une 50aine de centimètres de hauteur, et qui va pousser dans des conditions modérées à froides, typiques du climat chilien tempéré. Ça a l'air d'être une très belle plante, très colorée, très sympa. Hein. Petite malvacée, Tarasa humilis, plante qui va s'observer jusqu'à 4000 mètres d'altitude quand même, présente des feuilles, un feuillage velu. C'est une plante xérophile, hein, donc adaptée à la sécheresse, qui va pousser dans des sols pauvres et encore une fois très drainants. Alors, le genre Tarasa comporte environ 65 à 70 espèces, toutes endémiques d'Amérique du Sud et souvent proches morphologiquement des genres Malva ou Sphaeracea. Ouais, c'est Sphaeracea. Après, on reconnaît bien la fleur typique des Malvacées. Hein, Très belle fleur. Trichocline reptans, une astéracée. Alors ça, c'est une plante des terrains secs, en altitude, pentes rocheuses, prairies andines. Alors c'est un genre le genre Trichocline qui comprend une 50aine d'espèces. Il est réparti surtout dans les zones tempérées à subtropicales d'Amérique du Sud. Et certaines espèces sont proches morphologiquement des genres comme le Mutisia ou Peresia. Et Trichocline reptans se distingue par son port rampant, ce qui est relativement rare dans cette famille, souvent dressé chez les astéracées. Et là, on devine bien le port très rampant de la plante. Je pense que ça, c'est dû aux conditions climatiques un peu extrêmes qui vont... C'est une filiasse. Je te laisserai lui dire.
très graphique, une Amaryllidacée, Tristagma nival, plante sud-américaine proche des genres Iphéion et Notoscordum. Petite plante bulbeuse, vivace, qui va mesurer une quinzaine de centimètres, qui pousse en altitude au Chili. Très graphique. Hein. Ouais. Fleur quasiment noir-brun. Alors en vrai, je sais pas si tu l'as vu en fleur en vrai. Ouais, mais elle est hyper variable. Ouais. En fait, parce que c'est assez dense, qu'elle part de la terre de feu et elle monte jusque dans tout. Ah ouais, elle a une grande amplitude. Ouais. Donc il y a une grosse amplitude. Ouais, du coup, elle varie énormément. Ouais. Mais il en existe avec des fleurs blanches. Ouais, bah, je pense que c'est dû à la variabilité justement. Parce que moi j'en ai encore une dans ma recueil. Ah, tu la tiens? Ouais, pour l'instant, oui. Mais c'est incroyable, hein, je dirais limite une fausse plante. Enfin, c'est. Ouais, c'est curieux quoi. Tristagma patagonicum. Un feuillage très fin, herbacé, linéaire, qui va émerger du bulbe, souvent caduque en été, la floraison printemps austral, octobre-novembre, dans son habitat naturel. Les fleurs sont en forme d'étoile, généralement blanches à lilas pâle, parfois légèrement veinées de violet. 6 tépales portées seules ou en petits groupes sur une tige grêle naturelle. Ça, c'est une plante qui croît souvent dans les prairies ouvertes, les pentes rocailleuses et les terrains sablonneux, qui va supporter des conditions climatiques extrêmes, le froid, le vent, les fortes amplitudes thermiques. Et dans ce que j'ai trouvé, c'est par division de bulbes, semis, germination parfois assez lente. Il faut être patient a priori. Ça va être des plantes intéressantes. Une Neurantacée, Tristerix corymbosus, c'est un arbuste hémiparasite qui peut vivre sur plusieurs espèces comme le fuchsia, le peuplier par exemple. Famille des Laurentacées. On va basculer dans le monde des violas. Viola maculata, ça c'est originaire des zones montagneuses et steppiques de Patagonie, dans les provinces du sud de l'Argentine et du Chili. Celle-là, elle va pousser dans les prairies humides, les lisières rocheuses ou tourbières alpines, souvent à proximité de ruisseaux sur des sols acides. C'est une plante qui supporte très bien le froid, le vent et les sols pauvres. Et alors, certaines populations peuvent varier fortement en couleur selon l'altitude et le sol. Là, on est encore sur une espèce, on reconnaît bien les violas de chez nous. Oui. Et après, on va voir d'autres qui sont plus... Viola chesneana, endémique des Andes et du Chili, principalement en zone centrale et méridionale. C'est une plante qui va s'observer dans les prairies alpines, les éboulis et les rocailles, adaptée aux altitudes moyennes à élevées, froid, sécheresse passagère et aux sols pauvres. Donc quand même assez incroyable. Et là on va encore évoluer dans le genre, parce qu'on va encore avoir des choses incroyables. Viola farcasiana. Alors ça, j'imagine qu'à voir en vrai, ça doit être quelque chose. Surtout que John Watson et Anita Flores sont épouses, sont Oui, spécialistes des violas du genre. Ouais. Alors le nom Farcasiana honore probablement un botaniste du 19e siècle, sachant que le patronyme Farkas est d'origine hongroise. Viola farcasiana est proche morphologiquement de Viola philippii et Viola maculata et congesta. Alors c'est une plante qui va former un coussin végétatif qui va l'aider à résister au froid. On voit qu'elle a l'air très laineuse. Elle est compacte encore. C'est sûr, quand on voit ça, on est loin de nos pensées chez nous, hein, nos petites violas. Mais là, il y a une belle diversité dans le genre. L'espèce Philippi, espèce peu connue, décrite au 19e siècle par le botaniste chilien Rodolfo Amando Philippi. Distribution limitée aux zones andines du Chili et l'Argentine, ce qui en fait une plante d'intérêt botanique et conservatoire. L'espèce Congesta, encore une espèce adaptée aux conditions alpines froides,
lumineuses, hein, des expositions bien lumineuses, souvent au-dessus de 2000 mètres, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Elle est proche de l'espèce Philippi et Maculata, mais elle s'en distingue par son aspect plus compact et très dense. L'espèce Rosula. Alors comme beaucoup de violettes, elles peuvent produire des fleurs cléistogames, petites fleurs fermées qui s'autofécondent. C'est ce qui va assurer la reproduction même sans pollinisateur. Et alors la suivante, encore incroyable. Alors là, la photo est zoomée, hein, mais c'est des plantes qui sont très petites, hein, tu me confirmes, qui vont faire 2, 3, jusqu'à 5 cm maximum. Hein. Ils sont même souvent difficiles À repérer si sur le terrain il y a une forme de mimétisme avec entre la couleur de la roche et du feuillage. Fleur violette à lilas, 5 pétales, pétales inférieurs munis d'un petit éperon. Chez la sous-espèce abreviata, les fleurs sont souvent plus petites et plus compactes, d'où le nom abreviata. C'est une espèce qui est plus restreinte. On la trouve dans certaines régions du Chili et de l'Argentine, souvent en lisière de forêt claire, des prairies ou des coteaux herbeux. Elle préfère des altitudes moyennes avec une humidité du sol plus marquée que les espèces strictement alpines comme Philippi, Maculata et Farcasiana. C'est sûr que pris en photo comme ça, là, c'est incroyable. Et la suivante, qui est encore intéressante aussi, auricolore, indigène d'Argentine Sud et Chili Sud. Ses habitats naturels sont les pentes rocheuses, les prairies d'altitude andine. Elles poussent entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, dans des zones froides, sèches, très exposées au vent et au soleil, sur des sols pauvres, drainants, caillouteux et sols volcaniques. Alors souvent des zones très venteuses. Hein. J'ai vu des petites vidéos de Marcella là où on voit qu'il y a du vent, hein. Ça souffle fort. Hein. Et puis on va rester dans les violas. Rubro marginata, hein, qui est très jolie. Hein. Ah, ça c'est une espèce qui est rare, hein, endémique du nord de Neuquino. Elle est très très belle. Hein. Le bord du limbe là, qui est avec ce petit liseré un peu rouge-orangé là, et la fleur même le feuillage hein, marbré comme ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis comme on s'en lasse pas, on voit les nôtres. Trochléaris. Alors là, on voit que en voyant la photo de plus près, on voit que le feuillage est un peu gaufré. Découverte de celle-là qui est assez récente. Elle est récente, ouais. Je me souviens de endémique de la zone de la cordillère de Neuquén. Alors il faut l'imaginer dézoomé, sans la fleur. Ben, on voit que pour la voir, hein, petite plante, faut... déjà, il faut regarder par terre. Ouais. C'est vraiment tout petit. Hein, en diamètre, c'est des plantes qui vont faire voire plus petit. Hein. Alors, une plante de la famille des Francoacées, Viviana marifolia. Ça, c'est une endémique d'Amérique du Sud, principalement dans les régions andines, du Chili et de l'Argentine, de type herbacée ou sous-arbrisseau vivace. Une plante qui va s'observer sur des zones montagneuses andines en milieu ouvert et sec. Plante bulbeuse, on retourne chez les Amarylidacées, Zephyrantes advena, l'espèce advena, plante d'Amérique du Sud, centre du Chili, herbacée vivace à bulbe, qui encore une fois fleurit souvent après le lys de pluie, on l'appelle lys de pluie, là, le passage de pluie là, qui va faire exploser tout ça. Donc ça reste des plantes vraiment très très jolies. Et voilà un petit dernier Pérésia pour terminer, parce qu'on aurait pu continuer. C'est un monde qui est très vaste. Hein. Donc, moi j'ai vraiment eu plaisir de découvrir cette flore au travers des photos de Marcella. Bon, on la voit sur Facebook. Ouais, c'est pour ça que ça m'a donné envie de... Anita Flores aussi. Ouais, ils ont... Ouais. Donc après, pour certains, si tu veux faire un petit laïus, Florent, parce que toi tu as eu la chance d'y aller. Mais tu as dû retrouver un peu le voyage. C'est des gens qu'on est sûr de voir si on va là. Ouais. C'est surtout une fois qu'on n'a pas l'habitude de Oui, voilà, donc c'est vrai que ça dépayse. C'est ça, ouais.
Ouais, des formes, des couleurs. Puis c'est vrai qu'il y a des genres, on est aux antipodes, enfin dans le même genre, on est un peu aux antipodes sur les formes de plantes Alors, qu'on voit nous. En Europe, il y a Gerd van den Boyken qui est horticulteur et qui fait des expéditions d'ailleurs en Patagonie. Il m'avait proposé en 2010 d'y aller, mais Ouais, c'était pas donné. ouais, Je c'est sur, c'est sur ma liste. Mais... Je revenais du Yunnan et puis Ouais. du Kazakhstan. Mais en fait, lui, il en cultive beaucoup, Ouais, des bentaviella, etc. Et il propose beaucoup de plantes qu'on peut lui acheter. Il fournit une liste tous les ans. Des plantes qui ne sont pas très très chères, hein, c'est quelques euros. Hein, c'est pas... ouais. Bon, après, il faut que ça se plaise. Oui, c'est ça, il faut Faut les avoir acclimater, la condition de pouvoir les culture adapter, adaptée. c'est difficile. Il faudrait limite avoir une serre alpine. Enfin, Il y a vraiment Nicolas. Hein. merci à vous.